we settle this the old way. So be it. Bienvenue sur la chaîne du Ciné-Show en compagnie de Jean-Luc, moi-même. On se retrouve pour l'épisode 8 de la saison 3. Je tiens juste à préciser qu'il y aura des images que je ne pourrai pas mettre dans la vidéo. Tout simplement parce que YouTube n'est pas très fan de beats, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis particulièrement impatient pour cette analyse, et j'espère que vous l'êtes aussi. Cette histoire Coming to America prend place en 1951, où l'on fait la rencontre de cet homme, qui se révélera être Tueur Shen, une divinité chinoise, le protecteur de l'amour des homosexuels. J'ai trouvé cette histoire particulièrement belle, et très bien construite, mais je suis presque déçu que les scénaristes ont pris la décision de tout dévoiler. Après avoir été promise une longue et heureuse vie, Jumbo donne sa bénédiction au grand Peacock. Ça fait quasiment une saison que le pan fait présence, et donc, naturellement, j'ai décidé de faire quelques petites recherches sur cet animal que je trouve fascinant. De ce que j'ai trouvé, le pan est un messager, comme un guide, qui est souvent associé à la croyance de quelque chose. Si on met le pan dans le contexte de cette saison, son apparition vient littéralement dire qu'il existe un bon moment pour tout. C'est ce qu'on peut traduire autrement par le bon timing. De par sa grâce et sa prospérité, Ombre et Bilquis étaient comme s'y dirait guidés par sa présence. Le dieu lapin fait par la suite un baiser qui laisse sortir des papillons, ce qui signifie la renaissance. Ce qui donnera sans doute la possibilité à Tony de vivre autant d'années sans vieillir. On retrouve Tony Rickner, derrière cet accueil qui ressemble à des vibromasseurs. Je me suis posé la question si cette Tony Rickner avait vraiment existé, et voici ce que j'ai trouvé. Le nom Rickner est associé à John Brigby, mais aussi appelé Eleanor Rickner, un homme qui se déguisait en femme pour se prostituer durant le XIVe siècle. Cela fait donc quasiment aucun doute que le personnage de Tony est inspiré de cet homme. Du côté de Tyr, une fois que Shadow se rend compte qu'il s'est fait droguer, Tyr arrache littéralement la gorge d'un inconnu. Cette scène est une référence au film Roadhouse, sorti en 1989 et réalisé par Woody Harrelson, un film qui va d'ailleurs vite aller dans ma liste à voir. Ok, ce que je vais dire c'était pas prévu, mais je viens tout juste de finir le film Roadhouse et je peux vous dire que c'est un bon petit film, donc je vous le conseille si ça vous intéresse. Laura fait la rencontre de cet autre léprechaume, nommé Liam Doyle, et quand Liam dit I was a lawyer at the time. et qu'elle répond avec un sourire, You were a leprechaun lawyer? cela fait référence à une blague à propos des léprechaunes avocats, et je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment compris la blague, ni la chute de la blague, donc si vous avez une petite idée, dites-le moi en commentaire. Liam refuse par la suite la proposition de Laura, à cause de ce qu'il appelle la loi ibérienne, qui signifie simplement Islande en latin. Il finira par accepter, quand il reverra la pièce de Sweeney. Et rappelez-vous que la pièce est la personnification de la chance en elle-même. Donc même moi, j'aurais pas refusé. Techboy, lui, se retrouve encore une fois à faire à son problème de glitch, ce qui nous donne une scène ultra fun entre Bilquis et Techboy. Pour moi, c'était une scène quasiment inattendue. Je suis curieux de connaître votre avis, mais pour ma part, j'ai trouvé cette scène bizarrement fun et accurate. Cette séquence répond quasiment à toutes nos théories sur ce qui arrive à Techboy. Ce toucher divin venant de Bilquis a bien réveillé quelque chose en lui, et si je dois trouver un mot pour décrire ce qui lui est arrivé, je dirais que ça l'a humanisé. La seule chose qui nous reste à savoir, c'est qu'est-ce qu'est réellement cet artefact One, et qu'est-ce que cela changera chez lui une fois qu'il l'aura utilisé. Il se rendra compte qu'il est en effet un ancien dieu, et ça sera lui qui détruira ce projet Shard, pour se venger des mondes. Mais bien sûr, ça reste une théorie. Shadow se réveille dans cette autre attraction de bord de route, qui s'appelle The Wolf Den Cavern. Contrairement à la maison sur le rocher, cette attraction n'existe pas, et je dois avouer que c'est plutôt décevant. Après que Tyr raconta l'histoire sur comment il a donné sa main en sacrifice, Odin fait son apparition, et juste avant la grande bataille, on voit enfin son amulette, ayant la forme de Mjolnir, le marteau de Thor. Si je me trompe pas, c'est sans doute l'amulette où le djinn était enfermé. So it's Wednesday you worship, huh? No. I don't worship anyone. I've been hanging in an amulet around Odin's neck for years. And when it suited him, that son of a bitch released me. La bataille entre les deux dieux était particulièrement bien exécutée, mais cela nous confirme pourquoi il n'y aura pas cette grande guerre, tant attendue entre les nouveaux et les anciens dieux. Ok, je m'explique. Une bataille mal exécutée, c'est une bataille ennuyeuse. Et je pense que les scénaristes de cette saison l'ont plutôt bien compris. Il y a une raison
pourquoi la bataille des bâtards de Game of Thrones sera à jamais gravée dans votre esprit, à l'envers de celle de la saison 8. Et c'est pour cela qu'elle était aussi courte. Les scénaristes n'ont même pas pris la peine de faire évoluer le personnage d'Ombre. Et c'est ce qui me confirme qu'ils savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et c'est dommage. Bref, il m'est impossible de ne pas parler de la performance de Laura, mais spécialement de Salim durant cet épisode. De par son personnage, Salim était à la découverte de lui-même. Fâché avec son dieu à cause du départ du djinn, il était évident que le meilleur moyen pour lui, c'était de passer à autre chose, abandonner les souvenirs et laisser place à un futur. Sur la porte de sa chambre, on peut voir le chiffre 401, qui est un chiffre angélique, représentant la pureté de Salim. Une fois que Kai arrive dans sa chambre, il lui fait une remarque à propos de son pull. That's your look. That's a tough one. Homeless Jackson Pollock? Jackson Pollock est un peintre expressionniste américain, né en 1912, et l'on reconnaît son style de nature abstraite assez facilement. Et si ça vous intéresse, je mets en description un documentaire sur sa personne. Quasiment à la fin de l'épisode, Liam revient de la réserve de Suney et dit qu'il y avait un puka, ressemblant au lapin d'Harvey. Un puka est un monstre sortant de la folklore celtique. C'est un animal qui protège à la fois du bonheur et du malheur. Il fait aussi référence au lapin d'Harvey, qui est un film sorti en 1950 réalisé par Henry Costa. Dans le film, le lapin s'appelle Harvey, qui est aussi inspiré d'un puka. Et l'on finit avec Ombre, changeant d'avis, décidant d'aller à Jacksonville, en Floride, tout simplement pour retrouver le fils perdu de Marguerite Olsen. Et c'est le moment de noter cet épisode. Juste avant de donner ma note, j'ai fait l'erreur d'aller voir sur IMDb combien l'épisode était noté. Et j'ai vu que c'était 6.3. C'est genre l'épisode la moins bien noté. Et je pense savoir pourquoi. Tout simplement à cause de la scène d'orgie avec Salim, Kai et tout le tralala. Notamment avec Tony aussi. Donc c'est compréhensible. C'est quelque chose que même moi quand j'ai travaillé sur l'épisode et sur la vidéo, j'ai eu du mal à revoir. Mais il fallait, mais étonnamment ça fait pas évoluer l'histoire. Il n'y a pas autre chose quoi. Il n'y a pas des choses importantes à retenir, donc je peux comprendre. Mais personnellement, je vais noter l'épisode quasiment presque 10 sur 10. Donc pourquoi presque 10 sur 10 ? Tout simplement parce que cet épisode a été écrit pour une communauté, les LGBTQ, si je me trompe pas. Donc même si ça fait pas évoluer l'histoire, on a quand même quelque chose qui parle au monde réel. Et ça, peu importe la note, je pense que on est en 2021 et il faut quand même toujours sensibiliser. C'est quand même dommage qu'il y a des gens qui l'ont noté aussi bas, uniquement parce que ils n'ont pas aimé la scène de sexe de Salim, etc. Qui était d'ailleurs mieux chorégraphée que celle de Marguerite Olsen et de Shadow. Mais aussi parce qu'on a une histoire qui évolue. Quelque chose, on est à l'épisode... Mais aussi parce qu'on a une histoire qui évolue. Mais aussi parce qu'on a une histoire qui évolue. On est à l'épisode 8. Et je pense qu'il est le moment de se bouger. La bataille entre Tyr et Odin lui-même était plutôt décevant, et j'aurais plus aimé travailler sur le personnage de Shadow, ce qui est dommage, comme je l'ai dit. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la promo de l'épisode 9, mais on est sur quelque chose de plutôt intéressant. On a Laura qui va enfin lancer la lance Gungnir, tout simplement sur Odin. Donc à voir ce que ça donne. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore et encore d'être toujours présent pour mes vidéos, ça fait extrêmement plaisir pour une petite chaîne. Comme vous avez vu, j'ai un peu changé les trucs sur la chaîne, donc je trouve que c'est plutôt intéressant de voir un petit renouveau de quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc merci à vous d'être présent, et j'espère qu'après cette série, vous serez toujours là. Du coup, je vais pas m'arrêter ici. N'hésitez pas à me poser des questions sur American God ou sur la chaîne, c'est vous qui voyez, en commentaire. Aimez la vidéo si vous voulez, bien sûr. Abonnez-vous, encore une fois, si vous voulez, bien sûr. Et on se dit à une prochaine. Prenez soin de vous et coupez.